Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Bien, donc à mon tour de vous remercier pour votre présence aujourd'hui, de vous remercier doublement d'ailleurs, puisque si vous êtes là, c'est que vous avez accepté d'écourter un petit peu votre pause café dans un timing qui est serré ce matin et aujourd'hui, tant on a de choses à se dire. Notamment pour cette première table ronde de la journée autour d'un chiffre vertigineux que vous voyez s'afficher sur l'écran, qui n'est même plus à jour, puisque vous savez qu'on sort d'une COP au cours de laquelle on a revu ce chiffre à la hausse. Moins 5% des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Rappel, 2030, c'est demain. On est passé à moins 57% maintenant d'objectifs. Vous savez, c'est un peu la tragédie de notre histoire, c'est que plus on attend pour agir et plus la pente se fait raide. Hein, c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui avec nos 3 intervenants que je remercie également. Fabrice Bonifay, qui est directeur développement durable d'une grande maison bien connue du monde de la construction en France, qui est le groupe Bouygues, et qui a comme autre casquette celle d'un shifter, administrateur du Shift Project et donc un peu porte-parole d'un document dont vous ne manquerez pas de nous dire un mot, Fabrice Bonifay, qui est le plan de transformation de l'économie française, qui contient quelques pistes intéressantes pour les acteurs du bâtiment. Je suis également avec Alban Gaspard, animatrice de secteur prospective du bâtiment et de l'immobilier pour l'ADEME. Alban, vous nous parlerez de ces scénarios proposés par l'ADEME qui doivent nous projeter collectivement en tant que pays vers un autre objectif qui est celui de la neutralité carbone. Hein, ce moins 55% à horizon 2030 n'est qu'un point d'étape. La neutralité carbone à horizon 2050. Et puis, une grande maîtrise d'ouvrage également qui est avec nous à travers Claire Ventrejoux, qui est responsable transition climat et innovation chez Crédit Agricole Immobilier. Un promoteur donc, et vous savez que le promoteur, parmi les acteurs du bâtiment, c'est cette pierre philosophale qui vient cristalliser tous les entrants du projet, des clients, des prestataires, des concepteurs, des constructeurs et ainsi de suite. Je le disais, Alban, le chiffre de moins 55% à horizon 2030 est quelque peu vertigineux. Parmi les 4 scénarios sur lesquels l'ADEME a planché, lesquels permettraient de les atteindre? Est-ce qu'ils sont seulement atteignables? Et si oui, qu'implique-t-il? Alors bonjour à tous. Effectivement, ce chiffre est extrêmement ambitieux et il s'inscrit dans une trajectoire qui est celle de la neutralité carbone. Et pour commencer cette table ronde, on s'est dit que ce serait intéressant de vous rappeler ce qu'est la neutralité carbone. Alors je pense que certains d'entre vous le savent, peut-être d'autres ne le savent pas. C'est important à plusieurs titres pour le secteur du bâtiment. En gros, la neutralité carbone, c'est prendre une photo à 2050 des émissions sur le territoire français et s'assurer qu'on a en face suffisamment de capacité d'absorption de ces émissions pour qu'à la fin, plus moins égale 0, c'est-à-dire qu'on arrive à 0, la neutralité carbone. Vous avez sur la diapo ce qu'émet la France en 2019. Vous voyez cette grosse partie orange, ce qu'absorbe la France en 2019. Vous voyez que l'équation n'est pas égale à 0. Donc l'enjeu est d'amener ça à 0. Vous avez sur la diapo aussi 2050, et vous pouvez voir que 2050, il y aurait diverses façons d'atteindre cette équation. Plus on émet, plus on doit absorber. Donc si on émet beaucoup, on absorbe beaucoup. Si on émet peu, on absorbe peu. Comment est-ce qu'on absorbe les émissions carbone? Vous avez des puits naturels que sont les forêts et les sols. Et puis vous avez des puits technologiques que sont le captage et stockage de CO2. On va capter le CO2 concentré en sortie d'usine pour le stocker. Et puis d'autres technologies à l'heure actuelle peu matures que sont le captage direct du CO2 dans l'atmosphère.
Pourquoi je prends du temps sur cette définition? Parce que cette partie puits carbone, elle est vraiment pas négligeable, notamment sur tous les enjeux d'artificialisation des sols. Parce que vous comprenez bien que si on artificialise, on mange une partie du capital carbone lié au sol. Cet objectif neutralité carbone, bien évidemment, il a des limites. Sa limite principale, c'est qu'il ne prend pas en compte le fait toutes les émissions importées. Et pour le bâtiment, on sait que c'est à peu près 40% de l'empreinte carbone du secteur bâtiment. Donc tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui sur ce chemin vers la neutralité carbone, il faut avoir en tête qu'on parle de 60% des émissions du secteur. Donc ça va vous paraître extrêmement ambitieux et néanmoins, on n'est que sur une partie des enjeux. Alors, en termes de levier, ce qu'on a exploré dans les scénarios, on a fait 4 scénarios dans le projet Transition 2050 en se disant il y a sans doute plusieurs façons de faire la neutralité carbone avec le recours à des leviers d'action différents. Alors, les leviers d'action, vous les connaissez, c'est la sobriété, donc baisser notre besoin. C'est l'efficacité, c'est répondre aux besoins, mais en utilisant le moins d'énergie ou de ressources possible. C'est le recours à des énergies ou à des ressources moins impactantes pour l'environnement, donc des énergies décarbonées, renouvelables, etc., des ressources renouvelables. Et puis les puits carbone. Et puis donc nos 4 scénarios, ils sont, selon les scénarios, plus ou moins sobres ou pas sobres et avec du recours aux puits carbone. Et pour répondre à votre question, les scénarios qui passent par ce point, moins 55% en 2030, et qui sont aussi compatibles en termes de baisse de consommation d'énergie avec les objectifs qu'on voit se définir à l'échelle européenne de REPowerEU, etc. C'est les scénarios, alors pour ceux qui les connaissent, c'est les 1 et les 2. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est les scénarios qui font appel, en fait, le plus au levier de sobriété, d'efficacité et d'énergie décarbonée et le moins au levier puits carbone. Puisqu'en fait, leur philosophie, c'est qu'on limite les impacts plutôt que de laisser filer les impacts pour ensuite compenser avec du puits carbone. Donc, pour le bâtiment, qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'abord, absolument incontournable, et dans tous les scénarios, parce qu'on a travaillé sur les scénarios ADEME, mais on a aussi comparé avec le Shift, avec Negawatt, etc. Et on est tous d'accord, ça implique une rénovation d'ampleur à 2050 de la quasi-totalité des bâtiments existants en 2015. Et sans la rénovation, on ne boucle pas les scénarios. Et donc, là, très concrètement, c'est une accélération massive du rythme sur lequel on est. Hein. Voilà, alors tout à fait. Pour vous donner une idée, en 2050, on arrive par exemple pour les logements à plus de 80% des logements existants en 2015 rénovés à un niveau BBC rénovation, voire au-delà, c'est-à-dire passif. Donc, on est sur du BBC. Quand on parle de rénovation dans les scénarios, généralement, on est sur des niveaux de rénovation unitaire qui sont ceux du BBC rénovation. On n'est pas sur du geste. Donc, ce que ça implique, c'est que le BBC, on sait qu'on ne peut pas l'atteindre autrement que par des étapes bien précises, par un nombre limité d'étapes. Donc, vous voyez l'ampleur des modifications. Et puis 80% du parc, aujourd'hui, on est à moins de 1% du parc rénové à niveau BBC, 41 000 rénovations BBC par an en 2021. On a 28 millions de logements à peu près dans les scénarios à rénover en 28 ans. Donc, je vous laisse faire la division, mais 41 000, 1 million. La période de 2022-23 à 2030, c'est celle de la montée en puissance, en fait, dans nos scénarios de ces rénovations pour atterrir à un rythme de croisière qui nous permet de rénover 28 millions de logements à un niveau BBC en 2050. Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment hyper important à avoir en tête. Les scénarios qui sont compatibles avec 2030, c'est des scénarios avec une accélération de la rénovation à la fois en rythme et en performance énergétique. Et le deuxième point à avoir en tête, c'est que ces scénarios-là, donc c'est des scénarios qui font appel à plus de sobriété. Alors, à la sobriété, en ce moment, on entend beaucoup parler. Il faut bien avoir en tête qu'il y a 2 échelles de la sobriété. Il y a une échelle qui est celle du parc, donc ce qu'on appelle la sobriété immobilière, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc, oui. Je vais pas m'arrêter là-dessus, mais plutôt m'arrêter sur la sobriété du quotidien. La sobriété du quotidien, c'est par exemple avoir recours à moins d'équipements.
pour baisser toutes les consommations liées à l'occupation. Alors pourquoi c'est important de baisser les consommations d'électricité liées à l'occupation du parc? Vous allez me dire, en France, l'électricité est décarbonée. Alors je pense que le contexte actuel vous donne quelques idées, mais en plus, il faut bien avoir en tête que la transition, ça va être une électrification de très nombreux usages, dans l'industrie, dans les transports, etc. Donc une augmentation potentielle de la consommation d'électricité. Donc limiter la consommation d'électricité dans les bâtiments, c'est aussi aider les autres secteurs à décarboner, à avoir accès à cette électricité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple moins d'équipements. Donc dans nos scénarios, on a par exemple un taux, alors ça peut paraître anecdotique, mais quand on fait la somme de toutes ces économies, ça nous donne des économies énormes. Moins de sèche-linge. On fait sécher son linge à l'air libre. Un meilleur dimensionnement des équipements. Et ça, on sait par exemple qu'autour des ballons d'eau chaude, il y a un vrai enjeu à mieux dimensionner les équipements pour répondre aux besoins et pas répondre à un besoin d'une famille de 4 personnes quand on est sur une famille de 2 personnes. Et tout ça, du coup, pour la filière, c'est vraiment des enjeux d'innovation. Alors, c'est des innovations organisationnelles parce qu'il y a de la mutualisation, par exemple, d'équipements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut s'organiser pour mutualiser. Si vous mutualisez votre machine, je ne sais pas, votre tondeuse. Si vous mutualisez votre tondeuse, il faut des règles. Et donc, il faut des contrats, il faut des services, etc. Donc, c'est tout un champ d'innovation pour les acteurs. Et puis, c'est aussi de l'innovation technique. J'ai évoqué cet aspect qui peut paraître anecdotique du sèche-linge. Si on n'a plus de sèche-linge, ça ne veut pas dire qu'on fait sécher son drap en plein milieu de son salon. Ça veut dire qu'on a un espace extérieur qui a été conçu pour pouvoir faire sécher son linge. Ce qui veut dire que la conception du bâtiment, la conception des rénovations doit intégrer ces éléments de sobriété. Donc vous voyez, la sobriété du quotidien dans ces scénarios, c'est tout un champ d'innovation à mettre en œuvre de façon très rapide pour baisser les consommations liées à nos usages et aussi anticiper des nouveaux usages qui peuvent, à 2050, avoir en fait augmenté ces consommations, qui sont la climatisation et les usages du numérique. Donc vous voyez tout un champ d'innovation là pour les 10 prochaines années autour de la sobriété du quotidien. Effectivement, on voit bien l'intersection entre ce qui relève de la responsabilité et de la prérogative des acteurs professionnels du bâtiment et le monde des petits gestes. Et en fait, c'est pas deux choses séparées. Effectivement, l'un parle à l'autre. Fabrice Bonifay, j'ai envie de vous poser un peu la même question sur ce chiffre qu'on continue à marteler, moins 55 qui est devenu moins 57. On le martèle, mais est-ce qu'on y croit encore? Est-ce que, d'après vous, on est sur les rails? Ça a été dit, on n'est pas du tout sur les rails. Hein. On a même 40 000 logements rénovés BBC. On devrait faire 700 000 par an. Elle ne l'a pas dit, la dame, mais 700 000 par an. Donc, vous voyez un peu le gap qu'il y a entre 40 000 et 700 000 pour arriver aux 28 millions. Donc, on est complètement à côté de la plaque. Donc, c'est dramatique ce qui est en train de se passer. Hein. C'est absolument dramatique. Et donc, il y a plusieurs leviers activés en même temps si on veut encore faire semblant d'y croire. Parce que si on n'y croit pas, c'est juste dramatique pour les générations futures, ce qui est en train de se passer. Donc la massification de la rénovation, ça passera aussi par... vous avez peut-être sans doute entendu parler dans cette salle du programme Energiesprong, qui est un programme qui vient des Pays-Bas, qui commence à être utilisé un peu en France, mais ça ne va pas assez vite en termes de déploiement. Hein. Si on veut faire baisser les prix de la rénovation, parce qu'une rénovation d'un logement, ça varie entre 40 000 et 60 000 euros à peu près, pour arriver à un niveau BBC+, voire une passivité totale. Donc, si on veut faire baisser ça, alors c'est vrai que l'augmentation du coût de l'énergie finale va aider à la rentabilité des projets, ça c'est clair. Mais hélas, même si l'électricité doublait, ça suffirait pas. Donc il va falloir à la fois de l'obligation, beaucoup plus d'obligation d'ailleurs que d'incitation, parce que si on attend l'incitation, ce sera trop tard. Donc d'obligation à rénover. Donc pour l'instant, les dates cibles sont trop élevées, sont trop loin. Il faut ramener ces dates le plus vite possible. Mais il va falloir aussi en même temps former les salariés pour réaliser ce type de travaux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a vraiment une pénurie de compétences sur ces thématiques-là, parce que poser des pompes à chaleur, faire de l'isolation par l'extérieur,
c'est des techniques qu'on a très peu utilisées jusqu'à présent parce qu'en fait personne ne le faisait et ça s'invente pas quand même, hein. Donc il faut quand même former les gens et donc là il y a vraiment une pénurie de compétences et il faut dès maintenant, dès aujourd'hui orienter les jeunes et les moins jeunes vers ce type de profession parce que là il y aura du boulot dans les années qui viennent, beaucoup plus que dans certains boulots de bureau qui, eux, vont, à mon avis, quand même péricliter. Donc là, si vous avez des enfants qui cherchent de la formation, je pense qu'il faut mieux aller vers ce type de métier, je pense. Et donc, à partir de là, il faut, nous, ce qu'on propose, que ce soit au Shift Project, chez Bouygues ou au C3D, c'est une espèce de plan Marshall, en fait, de la rénovation, parce que c'est vraiment, avec le secteur du transport, le secteur le plus carboné aujourd'hui en France. Hein, en France, c'est à peu près 25% des émissions et grosso modo 43% de l'énergie finale consommée. Donc si on n'arrive pas à décarboner le secteur, on n'arrivera pas à faire ces moins 55%. Et 57% maintenant depuis ce matin-là. Et il faut une volonté, un leadership énorme des pouvoirs publics et aussi une responsabilité des maîtrises d'ouvrage. Parce que finalement, il faut que les copropriétés, les bailleurs sociaux, les acteurs publics comprennent que c'est pas en 2025 qu'il faut s'y mettre, c'est maintenant. Alors la bonne nouvelle pour les copropriétés, c'est que maintenant les copropriétés vont pouvoir emprunter de l'argent. Parce que souvent les copropriétés, pourquoi les travaux ne démarrent pas, c'est que les copropriétaires, pour certains d'entre eux, soit ne veulent pas, soit n'ont pas les moyens, tout simplement. Donc l'idée, c'est de faire un peu comme on fait avec Énergie de Pro et avec les bailleurs sociaux, c'est dire aux copropriétés, écoutez, vous empruntez de l'argent pour faire les travaux, mais vous resterez avec des niveaux de charge et des niveaux de consommation d'aujourd'hui, et ce qui permettra de rembourser le prêt sur les économies que vous allez faire, mais vous restez sur les modes de remboursement, enfin les modes de paiement de flux que vous avez aujourd'hui. Donc c'est le delta entre la baisse de la consommation et ce qu'il paye aujourd'hui qui va permettre de rembourser le prêt. Alors ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, donc il y a un nouveau business à faire là. S'il y a des entrepreneurs dans la salle, en tout cas nous on va s'y intéresser de près chez Bouygues, parce que des copropriétés dégradées, c'est plusieurs millions de logements. Hein. Je crois que c'est pas ce qui manque, oui. C'est pas ce qui manque, c'est au moins une dizaine de millions, peut-être 12. Et donc là aussi il faut commencer tout de suite. Donc en fait c'est pas l'absence de solutions qui nous fait peur, hein. Parce que les solutions, Madame l'a dit. C'est du bon sens, c'est du low-tech, hein, c'est pas cher, il n'y a pas de rupture technologique à attendre pour arriver à faire moins 55, voilà, il n'y a pas de problème. Ce qui nous manque, c'est du leadership. Arrêter de faire du blabla dans les discours comme Bull et le Collect. Là, il faut arrêter de faire du blabla. On fait trop de blabla. On a trop de politiques qui font du blabla. Il faut vraiment maintenant qu'on prenne nos responsabilités parce que sinon, on sera tous jugés au Nuremberg du climat dans quelques mois. Hein. Et effectivement, je pense que dans les 2 jours qui viennent, on va entendre pas mal de chefs d'entreprise, notamment, qui sont interpellés par la question, qui essaient de faire comme vous, un peu mieux que du blabla, d'agir, de transformer leur système, etc. Vous nous direz peut-être tout à l'heure si les modalités par lesquelles ça passe. Mais d'abord, Claire Ventejoux, Fabrice Bonifay a dit que les maîtrises d'ouvrage devaient prendre leurs responsabilités. Il a parlé des copropriétés, mais alors la promotion immobilière aussi est forcément interpellée. On a pas mal parlé de rénovation. C'est peut-être pas tout à fait votre sujet. Il y a aussi le monde de la construction, tout simplement, qui pèse aussi très lourd, hein, de l'empreinte des bâtiments. Est-ce que vous, à l'échelle de votre entreprise ou à l'échelle de toute la chaîne immobilière, de toute l'industrie immobilière, vous avez le sentiment qu'on est en bonne voie pour tenir les engagements de la transition ? Moi, je crois que mes 2 interlocuteurs ont posé le décor, hein, quand même, globalement. Juste pour revenir sur les activités de Crédit Agricole Immobilier, on fait de la promo. Enfin, on a un opérateur immobilier global, effectivement, une filiale du groupe bancaire que vous connaissez tous. On travaille sur les volets aussi rénovation. Hein. On fait aussi de l'administration de biens. On a un volet avec du syndic de copro, de la gestion locative. Donc, avant de basculer sur le volet promoteur, je peux peut-être rebondir sur ce que disaient Fabrice et Alban.
En fait, le gros sujet, la rénovation énergétique, et c'est exactement ce que disait Fabrice, on sait le faire, les outils, on les connaît. Il y a un vrai problème, je pense, de financement, sans vouloir prendre la casquette du banquier, parce que je n'ai pas cette prétention, je suis plutôt sur l'immobilier, mais c'est des sujets qu'on travaille. Effectivement, le levier du financement des copropriétés commence à être levé. Nous, on est en train de faire des tests avec des caisses régionales qui sont pilotes, et tant qu'on n'aura pas levé ce frein-là, les objectifs qu'on se fixe pour être à cette fameuse neutralité carbone, ils seront inatteignables. Donc nous, on travaille, mais vraiment pour le coup, avec le groupe bancaire sur le volet rénovation des copros et rénovation énergétique des particuliers. La loi climat résilience, elle a quand même embarqué ce sujet de passoire thermique. Je pense qu'on est tous d'accord pour faire une rénovation énergétique chez nous. Si on parle de réno global et pour que ça ait un vrai impact, c'est vers ça qu'il faut aller. Ça coûte quelque chose. On ne se parle pas des fameux monogestes qu'on peut faire sur un changement de chaudière. On va beaucoup plus loin. Donc il y a vraiment ce levier-là qu'il va falloir actionner. Il va falloir trouver des solutions. On ne pourra plus se cacher derrière notre petit doigt. Après, pour répondre sur le volet plutôt promotion, donc nous on fait de la promotion résidentielle et tertiaire. En tertiaire, on peut se retrouver à faire des grosses rénovations. C'est le cas d'ailleurs, je crois qu'il y a certains de mes collègues qui sont là. On en fait une grosse à la sortie de la gare. Peut-être que certains l'ont vu. Sur le volet promotion, on est quand même accompagné, notamment en résidentiel, effectivement par la réglementation. Vous avez dû entendre parler de la RE 2020. C'est quand même la traduction de la stratégie nationale bas carbone. C'est quand même des chiffres aussi, et je rejoins ce que disait Fabrice, qui font peur. Sincèrement, nous, en tant que promoteurs, quand on parle de 55, déjà, on avait peur. 57, on a encore plus peur. Et concrètement, les solutions pour atteindre ces performances, on ne les a pas là tout de suite maintenant. On sait comment il faudrait faire. Après, pour que économiquement, ça tourne et qu'on soit capable de le faire, là, c'est encore autre chose. Donc c'est vrai qu'on cherche des solutions, on essaie de s'aligner, on essaie d'anticiper aussi, parce que, je vous apprends rien, mais un projet de construction, c'est plusieurs années. Donc aller tout de suite un peu plus loin, c'est aussi la garantie que les projets, quand on va les livrer, ils seront en phase avec les objectifs fixés. Mais c'est vrai qu'on a, sur le neuf, déjà encore une fois, l'enjeu, il est plutôt sur la rénovation, et on a un arsenal législatif qui va nous obliger à atteindre des performances environnementales fortes. J'aimerais bien vous entendre là-dessus d'ailleurs, parce que vous citez la RE 2020, Alban a rappelé l'importance des sols tout à l'heure, il y a le ZAN aussi évidemment, donc vous en tant que promoteur, on a l'impression que vous êtes un peu pris en étau quelque part entre une réglementation qui monte en puissance, peut-être même pas assez vite, vous nous direz, par rapport à ce chiffre objectif qui doit rester, qu'on doit conserver en ligne de mire, et la réalité économique qui est la vôtre, c'est-à-dire des clients qui achètent à un certain prix, que ce soit dans le tertiaire ou dans le résidentiel, des filières, Fabrice a rappelé à quel point les filières devaient se structurer, former en masse, etc. Et in fine, peut-être aussi descendre leurs coûts. On a parlé de la rénovation, mais il y a le monde du biosourcé, il y a le monde il y a plein de filières qui doivent muter. Je résume bien la délicate posture dans laquelle vous êtes. Oui, après, je suis pas là pour vous faire pleurer sur le promoteur, j'y arriverai pas de toute façon, mais non, en fait, on est un peu coincé entre des choses un peu contradictoires. C'est-à-dire qu'on sait il y a quand même un besoin de logement qui est indéniable, une rénovation qu'on n'arrive pas toujours à embarquer, on pourra pas juste rénover, il faut quand même faire de la construction neuve, qu'effectivement, avec la ZAN, on a un peu de mal à les construire, et ça va dans le bon sens, hein. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut arrêter d'imperméabiliser les sols, mais on a un besoin de construction neuve, et le français moyen dont je fais partie, c'est vrai qu'il a toujours cet attrait pour l'individuel, voire l'individuel diffus. Donc comment vous répondez à cette demande? Comment vous lui vendez des logements plus performants énergétiquement et environnementalement parlant à un coût qui restera le même? C'est aussi des gens qui s'engagent sur plusieurs années pour un prêt immobilier, donc on ne va pas pouvoir augmenter les coûts, pourtant sur des solutions qui, pour l'instant, nous coûtent plus cher dans les faits. Mais il y a je rejoins cet aspect de montée en compétence de la filière, d'industrialisation. Ça va faire baisser les coûts. On est dans une phase d'apprentissage. On fait comme tout le monde. On teste le chanvre, on teste le bois, on regarde. Pour l'instant, effectivement, ça nous coûte plus cher et c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir répercuter, et c'est normal, encore heureux, sur le client final. Et on a du mal sur des thématiques un peu bêtes, mais en résidentiel, je pense qu'on parlera aussi de réemploi. Aller expliquer à un client que sa cuisine, ce sera une cuisine de réemploi et que son logement, il va le payer pareil, parce que quelque part, nous, les coûts pour l'instant sur le réemploi, on ne sait pas trop les faire baisser. Donc c'est assez contradictoire, mais l'enjeu est beau. Et sur cet aspect, je trouve, formation, montée en compétences, c'est valable aussi pour la maîtrise d'ouvrage. On a un vrai sujet, nous, en interne, de montée en compétences, de prise en compte de qu'est-ce que ça veut dire quand on parle du carbone. Et le fait qu'un poste comme le mien existe en interne, ça montre aussi qu'il y a une prise de conscience. Elle n'est pas assez rapide pour moi, on n'ira jamais assez vite, et je pense qu'on partage tous ça. Par contre, ça commence à bouger sérieusement.
Fabrice Bonifay, je vous ai vu acquiescer sur la question de l'industrialisation. Ouais. Alors en fait, si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu, c'est-à-dire pas grand-chose, et on va avoir besoin quand même de ruptures. Alors rupture, ça ne veut pas dire des technologies magiques. Hein. Je vais vous donner quelques ruptures sur lesquelles on travaille nous pour essayer d'accélérer tout ça. Alors première rupture, bâtiment, banque de matériaux. Donc, alors on n'a pas inventé ça, hein, ça existe aussi aux Pays-Bas depuis quelques temps. C'est dire, voilà, pour l'instant, l'industrie du bâtiment, c'est une industrie complètement linéaire. Hein. On extrait des matières premières qu'on ne paye pas, hein, c'est la nature qui nous les offre gratuitement, on les transforme en matériaux de construction, on assemble, on fait le bâtiment, puis ensuite on détruit. Après une première vie, il y a 6 ou 7 rénovations avant que le bâtiment soit déclaré BHU, bâtiment hors d'usage. Pour le logement, c'est 80 ans, pour le bâtiment tertiaire, c'est environ une quarantaine d'années. Et c'est comme ça qu'on alimente les déchets du bâtiment à hauteur de 46 millions de tonnes par an. Je ne sais pas si vous voyez le truc, c'est le premier pourvoyeur de déchets inertes en France. Donc quasiment rien n'est recyclé. Alors c'est recyclé pour les pondéreux en sous-couche routière à moins de 60%, mais c'est du recyclage faible. Hein, bon, hein. Et tout ce qui est élément fini, c'est jeté. Parce qu'il n'y a pas de choc de la demande de réemploi. Parce que les maîtrises d'ouvrage, aujourd'hui, ne demandent pas d'incorporer du réemploi dans leur bâtiment neuf ou rénové, parce qu'il y a ce problème de l'image de l'occasion, de la seconde main, qu'on n'a pas su aujourd'hui valoriser aux yeux du client final. C'est une erreur. Il va falloir qu'on change ça. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir mettre en réemploi dans des bâtiments neufs demain ou des bâtiments rénovés qui ne se verront pas vu du client, parce que ce sera simplement remis en état et ça aura les mêmes caractéristiques techniques que si on avait mis du neuf. Donc c'est quoi le bâtiment manque de matériaux ? Bâtiment manque de matériaux, c'est un bâtiment qui va être conçu pour pouvoir être démonté, démantelé le moment venu. Voilà. Parce qu'on sait très bien que les bâtiments vont devoir être beaucoup plus réversibles dans le futur pour allonger leur durée de vie. Hein, Et aussi, bon, comme on va aller, c'est peut-être contre-intuitif, mais il y aura de moins en moins de bâtiments dans le futur, parce qu'on va avoir une réduction des flux physiques qui vont rentrer, et donc on va moins construire. Si vous lisez le PTEF, on le sait ça. Donc, comme on aura toujours besoin de bâtiments, il va falloir qu'on intensifie l'usage de ces bâtiments. Donc ça sera ça la deuxième idée que je développerai. Alors première idée, c'est construire pour démonter, un peu comme l'automobile a fait sa mue il y a une vingtaine d'années, où maintenant on démonte plus une voiture qu'on la démolit. Nous, il va falloir qu'on déconstruise plus les bâtiments qu'on les démolit. Et qu'on va récupérer. Un bâtiment, c'est un peu comme dans le cochon, hein, tout est bon, à condition de pouvoir le récupérer proprement. Remettre en état ce qu'on va pouvoir récupérer sur des plateformes de réemploi. On commence à avoir de plus en plus de plateformes de réemploi en France. Ça commence à s'industrialiser, ça aussi. Et ensuite, que les maîtrises d'ouvrage et les constructeurs, c'est-à-dire les Bouygues, les autres, on puisse taper sur ces plateformes, se taper sur les stocks disponibles, les briques, les chemins de câbles, les faux planchers, les faux plafonds, etc., qu'on va remettre en état dans des projets. Et là, c'est intéressant parce que la RE 2020 nous dit que tout ce qui va être réemployé compte pour 0 dans le bilan carbone. Ça tombe vraiment très très bien. Et on va avoir besoin de ça. Et même pour le financement, on va aller vers ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité appliquée au bâtiment. Finalement, une maîtrise d'ouvrage, publique ou privée, en fait, dans l'absolu, si on lui dit demain, ton faux plancher, ton ascenseur, ton système d'éclairage, finalement, tu ne vas pas en être propriétaire. Tu vas payer un droit d'usage, mais c'est Philips qui va le financer, c'est Saint-Gobain qui va financer l'isolation, etc. Et tu vas payer un droit d'usage. Parce que ces matériaux-là, on sait très bien que dans le futur, ça va prendre beaucoup de valeur. Donc aujourd'hui, 25% du déboursé sec dans un bâtiment neuf, c'est les matériaux. Arrivé en fin de vie, 0. C'est contre-intuitif quand même. Hein. Alors que moi, quand je suis rentré chez Bouygues, je donne souvent cet exemple, la tonne de cuivre était à $107, aujourd'hui elle est à $7000. Donc on peut penser quand même que dans les années qui viennent, les matériaux vont prendre de plus en plus de valeur parce que les mines sont de plus en plus... les rendements des mines sont moins bons que c'était. Hein. Les tonnes de cuivre, les cuivres, c'était 3% de minerais pour une tonne. Aujourd'hui, c'est 1%. Donc, il faut en remuer 3 fois plus pour récupérer la même quantité de métaux. Et c'est vrai pratiquement dans tous les domaines. Donc, on a tout intérêt à faire durer le stock et à travailler sur une approche à stock fini. C'est-à-dire qu'il faut aller taper de moins en moins dans les industries extractives, donc conserver le plus possible les matériaux. Donc cette idée de bâtiment manque de matériaux, ça va faire son chemin. Et d'ailleurs, on va aller voir le Crédit Agricole, on va aller voir les banques, parce que finalement, les constructeurs, eux, vont devoir acheter une première fois ces matériaux, ça c'est clair.
Mais nous, on ne va pas faire crédit à notre client en disant, attendez, vous allez rembourser à différentes... Non, on va avoir besoin de financeurs intermédiaires. Et ce sont ensuite les clients finaux qui vont payer ce droit d'usage et rembourser en fait le prêt d'achat des matériaux. Alors c'est des montages un peu sophistiqués, un peu compliqués, mais qui nous permettront demain de disposer d'un stock fini, donc un stock vraiment réel de matériaux de construction pour le futur. Ça, c'est le premier levier. Deuxième levier, très important, l'intensité d'usage. Alors ça, c'est une très très bonne nouvelle. Les bâtiments sont structurellement sous-utilisés. Alors les bâtiments tertiaires, ça fait peur, hein. C'est entre 15% du temps et 25% du temps. Le tertiaire public, ça peut même descendre en dessous de 15%. Ça veut dire qu'un bâtiment, 85% du temps, il est vide. Alors, les anthropologues du XXIe siècle, quand ils vont regarder ça, ils vont dire « mais ils étaient malades à l'époque ». Donc, il va falloir qu'on fasse, c'est pas très élégant, mais il va falloir qu'on fasse transpirer l'asset. C'est-à-dire que lorsqu'on va livrer un bâtiment à un client, on va lui dire « écoute, quand on a l'usage, toi, le client principal, bien sûr, tu auras l'exclusivité. Par contre, quand on n'a pas l'usage, nous, on va te permettre, qu'on dit nous, les entreprises qui sauront faire ça, de faire rentrer le dehors dedans pour sous-louer le parking, la salle polyvalente, les salles de réunion, enfin tout ce qui est mutualisable, tout ce qui est partageable. Et donc, les bâtiments vont devenir serviciels. Parce qu'on sait très bien qu'on va construire beaucoup moins dans le futur. Donc, si on veut continuer de gagner un peu notre vie, ce qu'on ne gagnera plus en construction, on le gagnera en réhabilitation, d'une part, mais surtout en exploitation. Donc ça, c'est un sujet hyper important. Et pour le logement, c'est-à-dire pour le logement, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, on dit, ouais, on a besoin de construire. Mais en fait, pas tant que ça. Parce que d'abord, la démographie va se tasser, hein, vous allez voir. Et ensuite, on a quand même près de 6 millions de logements en France qui sont sous-utilisés. C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui sont dans des logements qui sont trop grands par rapport au nombre de personnes qui vivent dans le logement, parce que les enfants sont partis, etc. etc. Et aujourd'hui, nous, alors je l'ai fait mon propre logement, en ce qui me concerne, c'est qu'il va falloir qu'on conçoive des logements, c'est ce que Bouygues Immo essaye de proposer sur le marché aujourd'hui, des logements où, lorsque on a trop de place, on va pouvoir faire des studios ou des studios qui seront incorporés dans le logement. À partir de T3, T4, T5, c'est tout à fait possible de le faire, pour augmenter l'intensité d'usage et faire en sorte de donner des revenus complémentaires à des propriétaires qui en auront besoin. Vous vous rendez compte qu'il y en a 6 millions en France qui sont concernés. 6 millions, s'il ne serait-ce que 10% qui acceptent de faire ce type de travaux, vous logez 600 000 personnes. C'est juste énorme. Donc ça, c'est un premier. Deuxième levier, les maisons individuelles. Alors c'est vrai que l'image d'Épinal, la maison... Ça non plus, ça ne manque pas. C'est comme les copropriétés dégradées. En France, ça ne manque pas, les maisons individuelles. Il y en a 15 millions, je crois. Et donc là aussi, ce rêve-là, la maison avec le niche du chien, etc. Bon, c'est très bien, mais cette image-là, d'ailleurs, il y avait une ministre qui s'était fait prendre de voler, Madame Vargon, mais elle avait complètement raison. Elle avait complètement raison. Donc l'objectif, c'est de remettre un imaginaire dans la tête des gens où la maison de demain, ce sera une maison de ville, probablement, à la campagne, où on va faire ce qu'on appelle du remembrement avec du micro foncier optimisé, où on prendra 2 parcelles où il y avait 2 maisons individuelles, on fera 9 logements à ultra haute qualité environnementale, autoproducteurs de leur propre flux physique, avec de l'électromobilité intégrée au bâti partagée. Donc ce seront des maisons collectives, c'est vrai, avec des pièces collectives, comme a dit madame, elle a tout à fait raison. Et donc ça permettra d'une part donc de diminuer le nombre de maisons individuelles et donc de remettre de la nature là où elle doit être, c'est-à-dire renaturer au maximum les parcelles qui ont été artificialisées et avoir aussi plus de compacité dans la construction, parce qu'en fait, on s'aperçoit que cette compacité, c'est aussi générateur d'économie d'énergie. Donc l'intensification d'usage, le bâtiment banque de matériaux, ça, c'est des ruptures qui vont nous permettre d'arriver à ces 55%. Mais parce que si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Alors Alban, je sais que vous avez des choses à nous dire sur la question. J'aimerais vous entendre là-dessus, parce que peut-être qu'à ce stade de la conversation, il est temps de percer un abcès, peut-être entre nous. Fabrice Bonifay a dit on va beaucoup moins construire dans le monde qui vient, et notamment parce que c'est ce que nous suggère la démographie. Néanmoins, je pense que dans la salle, la plupart des professionnels qui nous écoutent ont été habitués à évoluer dans un monde et dans un marché où ce qu'on cherchait à faire, c'était l'inverse, c'était construire plus. Que nous dit la démographie et que nous disent surtout les scénarios de l'ADEME sur cette question ? Alors effectivement, si on se projette 30 ans en arrière et qu'on regarde quels sont les facteurs qui ont contribué aux besoins
de construction, on en a 3. On a la démographie, l'augmentation du nombre de personnes en France. On a le fait qu'on s'est desserré, on est de moins en moins de personnes par ménage. Donc, à nombre constant, on avait un besoin plus important de logement. Et puis, la métropolisation, ce qui fait qu'on a déplacé les besoins. Donc, là où on a du logement vacant maintenant, c'est dans la diagonale du vide, etc., où on vivait, on n'y vit plus, on a créé de la vacance. Si on se projette, je pense que ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est ce qui est projeté sur le diagramme là, qui est le scénario central de l'INSEE pour la France à 2070. C'est la première fois que l'INSEE projette une stabilisation de la population, voire même une légère baisse. Dans le scénario inférieur, l'INSEE fait une fourchette. On est sur une baisse de la population en France en 2070. Donc, on est sur un univers qui est largement, indépendamment de la transition et des enjeux de la transition, on est déjà sur un univers qui est largement différent de celui qu'on a connu sur les 30 dernières années. Donc, même si on suivait un scénario tendanciel, on aurait un besoin de construction neuve de logements moins important. Est-ce qu'on va se rattraper sur le tertiaire? C'est pas sûr, parce que sur le tertiaire, qu'est-ce qui a construit ces 30 dernières années? C'est du bureau, du commerce. Qu'est-ce qui va être le plus impacté dans les 30 années à venir par le développement du numérique? C'est les bureaux, les commerces. Donc on a de toute manière, dans le tendanciel, et donc dans notre scénario tendanciel, on a un tassement de la construction neuve. Et puis sur ce facteur du nombre de personnes par ménage, pourquoi on a baissé le nombre de personnes par ménage? Il y a eu la divorcialité, etc. Bon, on est arrivé à un taquet sur ce phénomène social, on ne va pas plus divorcer, voilà. Mais par contre, on va vieillir. Et on sait que, pour caricaturer, plus on vit vieux, les personnes âgées ont tendance à vivre dans des logements plus grands et plus seuls. Donc, en fait, l'enjeu, quand on parle vieillissement de la population et bâtiment, on a tout de suite tendance à penser adaptation du logement au vieillissement. Or, en fait, alors c'est un enjeu, mais il y a un autre enjeu énorme qui est où vont vivre les personnes âgées et qu'est-ce qu'on va leur proposer pour gérer cette question du nombre de mètres carrés par personne, qui peut sembler anecdotique. Or, en fait, quand on fait, et le ministère l'a fait, une petite rétro-action sur les dernières années, et sur les 30 dernières années, une analyse rétrospective, on s'aperçoit que, en gros, quand on regarde l'évolution, les facteurs qui ont mené à l'évolution des émissions carbone du secteur résidentiel, on a gagné en émissions carbone grâce à la rénovation, grâce au fait qu'on ait changé des vecteurs, etc., et à l'introduction de mètres carrés plus efficaces dans le parc. Donc ça, on a gagné. Or, les émissions carbone, elles n'ont pas baissé tant que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a augmenté le nombre de mètres carrés total. Donc certes, le mètre carré unitaire, il est moins lourd en termes environnementaux, mais on en a plus. Et donc, pendant qu'on se concentrait sur un des aspects, et donc ce phénomène, c'est à l'échelle européenne, on voit la même chose. Enfin, c'est vraiment un truc qui s'est passé dans tous les pays, en tout cas dits développés. Du coup, pendant qu'on se concentrait sur un des aspects, on en avait un autre qui montait complètement sous les radars. Et donc, il va falloir aussi gérer cet autre aspect qui est, du coup, combien on construit et qu'est-ce qu'on construit. Alors, dans nos scénarios, du coup, on s'est amusé à faire des scénarios différents, justement pour voir ce que ça voulait dire. Je vous passe le nom des scénarios, etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez les voir sur le site. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est le scénario 4. C'est un scénario de poursuite des tendances, de place de la maison individuelle, de nombre de... Et puis on poursuit aussi les tendances de desserrement liées au vieillissement de la population, etc. En cumulé sur 2015-2050, on construit 10 millions de logements neufs. Alors ça peut rien vous dire. Sur ces 30 dernières années, on a construit 12 millions de logements neufs. Donc c'est ce que je vous dis, si on poursuit les tendances, on baisse le nombre de logements construits. Donc du coup, on a testé un deuxième scénario qu'on a appelé le nouvel esprit haussmannien, qui est celui qui structure un peu les imaginaires quand même dans le bâtiment, qui est un bâtiment est obsolète, on le détruit, on reconstruit. Et on peut se dire qu'à 2050, là, on va quand même... On ouvre une période d'obsolescence fondamentale des bâtiments. Avec le changement climatique, on n'a pas conçu nos bâtiments pour le climat 2050, les impacts du changement climatique, les enjeux de rénovation. Donc on pourrait se dire, faisons un nouvel esprit haussmannien de déconstruction, reconstruction d'un certain nombre de logements. Et là, alors, très compliqué en France, je vous ouvre un petit peu la cuisine de la prospective, mais pour que vous compreniez ce qu'il y a derrière ces chiffres, très compliqué en France d'avoir des chiffres sur le nombre de démolitions.
Donc on a pris un chiffre, on l'a multiplié par 2, mais on n'est pas... Voilà, c'est dans les limites, hein, bien évidemment, de notre capacité de modélisation. Ça nous donne 12 millions de logements neufs. Donc ce qu'on a construit sur ces 30 dernières années ne serait en fait, ne serait atteignable dans les 30 prochaines années que si on a une politique forte de déconstruction-reconstruction. Et puis on a fait un scénario. Alors le scénario, on a poussé les curseurs au maximum de la sobriété immobilière. La sobriété immobilière, c'est bien cette sobriété à l'échelle du parc, comme Fabrice vous le décrivez, c'est-à-dire qu'on utilise au mieux l'existant. On se dit, on a un stock existant qui est sous-utilisé. Je ne sais pas si vous savez combien le pourcentage de résidences secondaires en France dans le parc est 10%. De logements vacants, 10%. De logements qui sont sous-occupés à des degrés divers, au final, on arrive à près de 50% du parc de logements. Donc c'est vrai qu'on a toujours en tête, quand on parle occupation des logements, c'est 8% qui sont suroccupés et sur lesquels il y a un vrai enjeu social. Mais est-ce que c'est la construction neuve qui y répond ou est-ce que c'est une meilleure utilisation du parc existant? C'est une question à se poser. Alors, si ces questions vous intéressent, petite page de pub pour la table ronde sobriété cet après-midi, où Jean-Christophe Vizier viendra vous présenter les travaux du groupe RBR sur la sobriété. Donc, un enjeu à mieux utiliser, à repenser la place du neuf, ça ne veut pas dire qu'on arrête de construire, ça veut dire qu'on va utiliser le neuf en dernier recours, peut-être par exemple comme dans des actions cœur de ville, etc., pour redynamiser à certains endroits, pour catalyser le reste du quartier, etc. Donc il y a quand même du neuf à construire, mais l'enjeu, ça va être de mieux utiliser l'existant. Et mieux utiliser, augmenter l'intensité d'usage, ça veut dire quoi aussi? Et là encore, on change de paradigme par rapport à ce qui nous a porté sur ces dernières décennies, c'est déspécialiser les espaces. Oui. Et déspécialiser les espaces, vous disiez tout à l'heure, si vous avez des enfants, il faut les faire travailler dans le bâtiment. Ce qui va être passionnant, c'est programmer ces espaces déspécialisés, mais qui vont quand même réussir à remplir leurs fonctions. Parce que c'est facile, quelque part, de faire un théâtre qui sera que un théâtre, et puis une école qui sera que une école. Mais si demain l'école, elle fait aussi le week-end, action associative ou autre, ça veut dire quoi en termes d'espace? Concrètement, comment est-ce qu'on conçoit les choses? Donc vous voyez, l'innovation, elle va peut-être être là dans les prochaines années. Et donc, dans scénario 1, on a mobilisé le parc existant, limité le nombre de logements vacants. Alors, il faut toujours un peu de vacances dans le parc. C'est pas zéro, parce que sinon, personne ne peut déménager. C'est pas drôle. Donc, mais il faut quand même limiter le nombre de logements vacants, jouer sur les pratiques de cohabitation, etc., etc. On a également baissé la part des maisons individuelles dans la construction neuve. Alors, comme on le disait tout à l'heure, le rêve de la maison individuelle, finalement, est-ce qu'on ne peut pas y répondre avec les maisons individuelles existantes? Parce qu'elles sont à l'heure actuelle sans doute occupées par une population vieillissante à qui on pourrait imaginer proposer quelque chose qui réponde mieux à leurs besoins. Du coup, les familles qui ont envie de maisons individuelles, elles sont là en fait, les maisons individuelles dont elles ont envie. En cumulé, ça nous donne 4 millions de logements neufs sur 2015-2050. Et très rapidement, pour vous donner une idée, des impacts un peu écosystémiques, c'est un grand mot, mais... De la construction neuve, on a fait des modélisations sur les besoins de matériaux associés et puis l'artificialisation des sols. Alors, l'artificialisation des sols, c'est un travail qu'on a fait en coopération avec le CGDD. Sur les tonnes de matériaux de construction, pour que vous compreniez aussi le périmètre de pertinence du chiffre, on a regardé que les matériaux de construction, pas tout ce qui rentre dans les équipements thermiques des logements neufs. Mais vous voyez qu'on arrive... on a un rapport de plus de 1 à 2 entre le scénario le plus sobre et le scénario le moins sobre. Qu'est-ce que ça veut dire en termes... Alors, nous, on crée des chiffres, on génère des chiffres de demande, se pose la question de l'offre en face. Est-ce qu'on les aura ou pas, ces matériaux, pour faire le scénario 3 ? En vrai, on n'en sait rien. C'est une question. Donc, à ce stade, nous, on ne peut que calculer ce que génèrent nos scénarios. Reste quand même à comprendre, est-ce qu'on les aura ? Et dans la catégorie est-ce qu'on les aura, on a aussi fait du coup un travail en termes d'artificialisation des sols. Là aussi, vous voyez qu'on est sur des chiffres qui sont sans commune mesure entre un scénario 1 et un scénario... Alors, en l'occurrence, c'est pas le scénario où on construit le plus qui est le plus artificialisant, c'est le scénario où on construit un petit peu moins, le scénario 4, mais on a mis beaucoup de maisons... Enfin, on a poursuivi en fait la tendance sur la place de la maison individuelle. Alors ça, c'est des milliers d'hectares cumulés.
qu'est-ce que ça veut dire en 2050 pour le ZAN? En gros, le scénario 3, il faudrait trouver à renaturer 3 fois la surface de Paris, ou l'équivalent d'un terrain de foot par commune de France, pour atteindre le ZAN en 2050. Sachant que des surfaces renaturées, on ne sait pas si elles ont les mêmes vertus en fait, d'absorption, etc., que des surfaces naturelles. Donc on ne sait pas si... Et puis on ne sait pas si on les a, en fait, ces hectares-là. Là, on parle de parking aérien, de surfaces comme ça qu'on va chercher à renaturer. Alors voilà, alors il va falloir être innovant, effectivement, pour se dire, dans ma commune, c'est quoi que je renature? Et là encore, on a des enjeux de financement, etc. Tout à fait. Et puis de montage. Et puis d'ingénierie écologique pour renaturer les choses de façon intelligente. Du coup, on ne sait pas si avec le scénario 3, on a fait un scénario, ou le scénario 4, on a fait un scénario de démonstration par l'absurde ou pas. On n'en sait rien, puisqu'en fait, on ne sait pas si on pourrait trouver ces espaces-là. Et ce qu'il faut en déduire quand même, c'est qu'on parle beaucoup de l'urgence climatique. En fait, il y a une deuxième urgence, mais qui la rejoint directement, c'est l'urgence à protéger les sols. Quand je vous ai dit sur la neutralité carbone, en fait, notre capital d'absorption, c'est les forêts, c'est les sols. Les forêts, elles absorbent. Comment vont-elles se comporter dans un changement climatique? Alors, c'est peut-être plus facile de visualiser, malheureusement, après l'été qu'on vient de passer, mais... Elles souffrent déjà beaucoup, effectivement, dans les forêts françaises. Leur capacité d'absorption, elle peut évoluer elle peut se réduire avec le changement climatique, où les arbres, ils absorbent moins, ils croissent moins vite, etc. Donc il y a les forêts, il y a les sols. Est-il une bonne idée d'aller manger notre capital risque en termes d'absorption via l'artificialisation? C'est vraiment une question qu'il faut se poser collectivement. Donc la ville sur la ville, pour le neuf, c'est sans doute là où vont se faire les innovations. Je me permets de klaxonner sur une donnée, là, sur le scénario 1, génération frugale, pour qu'on comprenne bien ce que vous nous avez dit en introduction. C'est le seul scénario dans lequel on atteint le moins 55% à horizon 2030. Donc ça veut dire qu'il faut diviser par 3 le rythme de construction actuel. Alors, oui, en fait, du coup, ce qui est compliqué dans le moins 55%, c'est qu'il s'applique vraiment à l'intégralité de la société et donc de tous les secteurs. Agriculture, industrie, etc. Et que du coup, dans le domaine du bâtiment, on a tendance à se dire, comme on construit neuf et que c'est efficace, c'est bon. Or, en fait, si on regarde ce qui se passe en amont, toute l'énergie nécessaire à la construction, on la capte notamment dans l'industrie. Alors en partie en France, et donc ce qu'on a réussi à faire dans Transition 2050, non sans difficulté, mais les modélisateurs dans la salle comprendront, c'est de chaîner nos modèles et donc faire en sorte que notre demande du bâtiment puisse avoir un impact sur les consommations de l'industrie. Et donc en fait, ce scénario-là, il permet de baisser les consommations aussi dans l'industrie. C'est comme ça qu'en fait, collectivement, on arrive à moins 55% en 2050. Claire Ventejot, comment vous accueillez ces quelques données et ces quelques réflexions, à savoir, on va moins construire, on va construire autrement pour déspécialiser les espaces, pour augmenter l'intensité d'usage. Parce que c'est à vous de le faire, c'est à votre industrie de le faire, à la promotion immobilière. Oui, alors je rejoins la notion de on ne le fera pas tout seul. Et ça, c'est très important, ça a été souligné par Alban et Fabrice, ça va être quelque chose de collectif. La grosse rupture, elle est là, c'est nous tous qui devons changer nos façons de vivre et accepter de mutualiser les espaces, de travailler ensemble, de changer vraiment nos pratiques au quotidien. Donc sur le papier, on ne peut que adhérer, mais je pense que personne ne sera contre. Mais ce que disait Fabrice, c'est vrai, c'est que ça paraît évident, ça paraît simple à faire, le bâtiment, banque de matériaux. Je ne sais pas si certains d'entre nous connaissent le campus du Crédit Agricole qui est basé à Montrouge. On a bien travaillé la biodiversité, on a des espaces super chouettes, c'est plutôt de la rénovation. On a un grand RIE central. C'est vrai qu'on se dit, c'est quand même bête, le week-end, on pourrait l'ouvrir. Mais c'est des pratiques à changer, il faut faire attention. Il y a le service de sécurité, il y a les contraintes feu, incendie, etc. On ne peut pas accueillir du public comme ça. Donc il y a toute une façon de faire et de législation aussi à changer, de réglementation, nous en interne, pour changer ces sujets-là. Donc sur le papier, on est d'accord. Effectivement, ça nous fait un peu mal, nous, en tant que promoteurs, de se dire, je ne vous cache pas que j'ai des conversations assez houleuses avec mes patrons sur on réduit la construction neuve.
Et ce que dit Alban est vrai, on a toujours ce collectif de se dire oui, mais le neuf qu'on construit, il est quand même beaucoup mieux que celui d'avant. Oui, mais quand on voit des chiffres comme ça, on sait qu'il y a quand même ce travail-là. Et il va y avoir cet aspect de aussi, encore une fois, on va redire les mêmes choses, mais de formation. C'est pas la même chose de construire du neuf et de faire de la rénovation énergétique. Donc il y a toute une montée en compétences qui doit se faire. Donc on a conscience de ce qu'on a à faire, on a conscience qu'on le fera pas tout seul, qu'il faut qu'on joue tous avec nos différentes casquettes. Moi aussi, j'habite à un endroit, j'ai besoin d'habiter, j'ai une envie de quelque chose en fonction de comment j'évolue dans ma vie et peut-être accepter de certaines contraintes qui font que je pourrais plus avoir exactement les mêmes envies. En tout cas, il faudra les moduler avec la capacité et les ressources auxquelles on a accès. Je vais reprendre un exemple bête par rapport à ce que disait Fabrice tout à l'heure, mais on sait que les tertiaires, c'est vrai que c'est des banques de matériaux. On se dit déjà, on a nous notre rôle en tant que prescripteur de prescrire des matériaux qui vont être faciles à employer, ce qu'actuellement on a du mal à faire. Mais il y a des pratiques qu'on a oubliées. Nous, encore une fois, on a un très grand campus, on refait régulièrement, comme tout le monde, les cloisons, les moquettes, enfin tout ce qui est revêtement intérieur, mais on n'a pas la capacité de stockage des cloisons qui nous permettraient de les réemployer nous-mêmes en interne sur nos campus. On n'a plus d'espace en fait. Ouais. Non, mais en fait, après il y a toute la logistique en amont et ça c'est vrai qu'à dire comme ça paraît simple, mais il y a cette logistique d'anticiper le besoin d'aller stocker, même sur une plateforme, que le logisticien il vienne vous le chercher, qu'il l'ait démonté correctement, etc. Pour nous, c'est une contrainte de planning, de timing et de coût pour l'instant. Mais on va lever ces freins-là, mais c'est vrai que ça nécessite beaucoup de changements dans tous les cœurs de métier. Même les architectes, des fois, on se bataille avec eux sur une liste haute qui doit être un peu différente parce qu'on veut faire de la cloison de réemploi. Et c'est vraiment des pratiques à changer. Mais alors, pour terminer sur une note peut-être un peu plus gaie, je suis tout à fait d'accord que les générations futures qui vont venir travailler dans nos métiers, je pense que tous les trois, on est très investis, ça va être génial, ça va être génial. Il va falloir trouver des solutions auxquelles on ne pense même pas. On est dans une vraie révolution, on est 25% des émissions de gaz à effet de serre dans l'immobilier bâtiment. Il faut tout changer. Comment on fait ? Effectivement, le travail d'une vie. Fabrice Bonifay, j'ai un peu envie de vous poser presque la même question, parce qu'on a compris en vous écoutant que vous étiez un homme de conviction, que vous étiez un homme de lucidité, mais vous êtes aussi aux manettes au sein d'un grand groupe qui a des activités de promotion immobilière aussi, qui a des activités de construction bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'agir en interne pour ce qu'on se disait tout à l'heure, pour essayer de manœuvrer le paquebot dans la direction de la transition avec ce phare à l'horizon qui est le moins 55, moins 57%? En fait, tout est un problème de modèle d'affaires. Donc, dis-moi comment tu crées la valeur, je te dirai si tu es sincère ou pas dans ta trajectoire de décarbonation. Donc, toutes les grandes entreprises cotées comme Bouygues, on a promis au marché qu'on serait neutre en carbone dans 27 ans. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que si on ne le fait pas, de toute façon, il n'y aura pas de business rentable sur une planète qui va devenir invivable. Donc, il ne faut pas sortir de Polytechnique pour comprendre ça. Donc, à partir de là, je vous dis, c'est pas les éco-gestes et puis de mettre un panneau solaire sur le toit qui fera la rue Michel. Non, tout le monde l'a dit ici, il faut tout changer. Et on a très très peu de temps pour le faire. Donc, il faut du leadership. Donc, du leadership de la part des... Parce qu'un escalier, ça se balaye par le haut. Hein. Donc, si le patron n'a pas compris ça, c'est mort, quoi. Donc, nous, on a la chance d'être dans une entreprise familiale. Bon, donc c'est peut-être un peu plus facile que dans les entreprises qui ont leur capital qui est un peu plus dilué. Et puis nous, notre objectif, c'est de durer. Et donc pour durer, on se dit, bon, mais finalement, on finance le chiffre depuis le début. Qu'est-ce que nous dit Jean Covici? Il nous dit de toute façon, rêvez pas, vous ne ferez pas 400 000 logements par an en 2030, ni même en 2040 et encore moins en 2050. C'est pas ce qui va se passer. C'est faux. Tous ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. Donc il faut arrêter de mentir. Donc à partir de là, nous, ce qu'on essaye, c'est de dire mais comment on gagne notre vie, comment on paye les salaires des gens dans un monde qui va devoir se décarboner de 7% par an. Et donc, on se dit, tiens, l'efficacité énergétique et surtout la sobriété, c'est pour ça qu'on vient de racheter Equance, ça ne vous a pas échappé. Je crois que le modèle d'affaires, il va aller maintenant sur l'exploitation. C'est là que va se passer les choses. Et ça a été dit, c'est comment on va mieux exploiter les assets, les actifs, quels services on va mettre dedans, pour la réversibilité, la mutabilité, le fait qu'il y a plusieurs typologies d'utilisateurs d'un même bien. Et donc, ça va nécessiter de dire, voilà, je construis ce bâtiment, il va y avoir un main user, mais il va y avoir tout un tas d'utilisateurs secondaires. Mais c'est quoi leurs besoins? Donc, il faut penser ça en amont de la conception et surtout de la rénovation. Parce que ce que je viens de vous dire, on le fera bien sûr systématiquement pour le neuf, mais il va falloir aussi le faire pour les grosses rénovations, avoir cet état d'esprit-là.
Et puis, bien sûr, ça va passer par l'industrialisation de la construction, c'est clair. D'ailleurs, je crois que Macron l'a dit il y a 2-3 jours en disant, voilà, bah oui, le temps est venu de plus industrialiser la construction, que ce soit pour le rétrofit, la rénovation, mais aussi pour le neuf, parce qu'on va continuer de faire un petit peu de neuf, et puis il n'y a pas que la France non plus. Hein. Et donc cette industrialisation, c'est quoi le gros avantage? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va être de moins gaspiller l'énergie grise de fabrication des matériaux, parce qu'on va pouvoir prévoir, grâce au numérique, de donner une carte d'identité numérique à chacun des composants pour pouvoir lui donner une deuxième, une troisième, une quatrième vie. Et ça, c'est indispensable si on veut aller vers le net zéro, parce que le seul objectif qu'on doit avoir, c'est le net zéro. Donc, il n'y a pas de problème technologique. Il n'y a pas de problème de technologie magique qui n'existe pas encore et qui, si demain ça existait, on arriverait à résoudre tous les problèmes. Non, on a toutes les solutions. Ce qu'il faut surtout maintenant, c'est du courage politique. Courage politique pour 3 choses. Prescrire le réemploi. Alors ça, j'appelle de mes voeux, si vous êtes maîtrise d'ouvrage, prescrivez du réemploi dans vos projets de construction neuf ou vos projets de rénovation. Ça, c'est essentiel. Maintenant, il y a un choc de l'offre, 42 millions de tonnes. Il n'y a pas de choc de la demande. Ben, il faut qu'il y ait un choc de la demande. Plus vous allez prescrire du réemploi, eh ben, ça c'est du zéro carbone tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ensuite, il faut accepter aussi de tester les nouveaux matériaux. Certes, on ne pourra pas tout faire en bois, c'est pas possible, mais on peut monter peut-être à 25-30%. Ben, allons-y le plus vite possible. Hein, c'est quand même moins 30 à moins 40% de carbone. Donc le biosourcé, le géosourcé, la terre crue, ça c'est des technologies qui sont et qui ont en plus d'excellentes caractéristiques thermiques qu'on doit pouvoir réhabiliter, et ça va être important pour le confort d'été. Ensuite, il faut bien sûr travailler sur cette notion de mutualisation, c'est vraiment essentiel. Faire des logements qui vont pouvoir se reconfigurer pour augmenter l'intensité d'usage. Ça, si on ne fait pas ça, on n'y arrivera jamais, jamais, jamais. Et ensuite, sur les problèmes des maisons individuelles, il faut aller vers ce qu'on appelle le programme BIMBI, un Build-to-Rent Backyard, arriver à faire des regroupements de parcelles pour faire des logements. Et ça sera très intéressant pour les villes d'ailleurs, parce que si on densifie un peu les zones périurbaines où il y a beaucoup de pavillons, ben on va pouvoir avoir des transports en commun qui seront plus rentables, revoir arriver des commerces. Et puis aussi, on va pouvoir commencer à désartificialiser, parce que le but, c'est quand même de désartificialiser le plus vite possible, vu qu'on a beaucoup trop artificialisé ces dernières années. Donc, il faut remettre en pleine terre un maximum de parcelles qui ont été artificialisées ces dernières années. Voilà, donc ce qu'il faut maintenant, c'est accélérer et regarder comment les maîtrises d'ouvrage vont s'emparer de ces sujets et vont pouvoir raconter à leurs enfants qu'ils agissent vraiment pour la planète au lieu de faire du blabla. Alors j'ai la délicate tâche d'être gardien du temps aujourd'hui. On aura peut-être le temps pour prendre une question ou une interpellation de la salle. Quelqu'un voulait rebondir avant cela? Ouais. Rapidement, parce que vous avez évoqué la notion de modèle économique des entreprises. On a fait, dans le cadre de Transition 2050, un travail spécifique sur 11 acteurs de la filière neuf et comment pourrait évoluer leur modèle économique en gros, dans le scénario 3, où on continue à construire comme avant, enfin, en termes de volume, hein, parce qu'après, il y a beaucoup de choses qui changent sur les modalités. Et un scénario, alors je ne vous l'ai pas présenté, c'est le scénario 2, où on construit pas aussi peu que dans le 1, mais quand même très peu. Et puis, comment évolue le modèle d'affaires d'un constructeur de maisons individuelles, d'un promoteur, d'un bailleur social, etc. Si tout ceci vous intéresse, c'est sur le site Transition 2050, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Ce qu'on a fait, c'est vraiment esquisser des évolutions en se disant, bah voilà, on vous donne ça. Et puis à vous derrière d'imaginer des modèles économiques. Et quand on voit certains constructeurs de maisons individuelles là, qui prennent récemment des positions sur la bascule vers la rénovation, on se dit que bon, a priori, on est à peu près dans le vrai sur les grandes évolutions. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir ou interroger notre panel? Oui. Si possible, sous forme Très rapide. Question courte, réponse courte. Ça fonctionne là? Oui, on vous entend très bien. En fait, il y a une question que je me pose. J'entends parler de ces sujets depuis longtemps, mais une question que je me pose, on parle toujours de destruction d'immeubles, enfin, qui a une durée de vie, mais il me semble qu'avant, il y a très longtemps, les durées de vie étaient beaucoup plus longues. Donc pourquoi on n'arrive pas à imaginer de construire des immeubles avec durée de vie beaucoup plus longue et qui, obligatoirement,
on réfléchit sur démonter et réutiliser. S'ils sont en fin de vie, comment les matériaux peuvent être à nouveau utiles pour construire autre chose. Alors, je veux même bien compléter votre question qui est effectivement extrêmement pertinente. C'est dans l'analyse du cycle de vie et dans les FDES, c'est 50 ans. L'immeuble devient obsolète au bout de 50 ans. On démolit, on reconstruit. C'est le principe. Enfin, en tout cas, on démolit. Pas sûr qu'on reconstruise. Et pourtant, Fabrice Bonifay, tout à l'heure, en introduction, vous nous avez dit qu'il fallait penser l'inverse. C'est-à-dire pas un immeuble qui dure 100, 150, 200 ans, mais l'immeuble qui puisse se démonter, l'immeuble banque de matériaux. Donc effectivement, comment on arbitre ça ? Il y a tellement de cas de figure différents. Dans certains cas, il va falloir penser la réversibilité plutôt que le démontage, changement d'usage. On livre en logement, par exemple, ça se transforme en commerce ou en bureau. C'est plutôt le contraire qui va se passer d'ailleurs. C'est plutôt ça va être livré en bureau et ça se transforme en logement. Et là, ça permet d'allonger la durée de vie, de passer de 50 à 80 ans. C'est quand même pas mal. En termes de bilan carbone, ça va jouer. Mais pour d'autres types d'ouvrages, là, il y a vraiment un vrai enjeu, notamment avec ces histoires de démographie. Par exemple, on va avoir des bâtiments, des résidences pour seniors, des crèches, etc. On sait que on n'en aura plus besoin comme crèche dans 30 ou 40 ans parce que la démographie montre qu'il n'y en aura pas besoin. Et c'est encore plus vrai pour les écoles d'ailleurs. Mais là, il faut penser la démontabilité de ça. Il faut penser la démontabilité. Il y a beaucoup de pays qui le font comme ça aujourd'hui. Et là, soit on a besoin de construire autre chose sur la parcelle qui a été utilisée et on réutilise cette parcelle, soit on remet en pleine terre. Je crois qu'il va falloir qu'on pense à ça aussi. Donc on aura besoin des deux. Réversibilité, mutabilité et démontabilité. Ça dépendra de la nature de la construction et de là où on va construire. Ne soyons pas manichéens, il faut avoir une vision objective de ce qu'on veut construire là où on veut le construire. C'est juste que 80 ans, ça me semble ridiculement court, quoi. Oui, alors vous avez raison. Maintenant, les matériaux de construction qui étaient utilisés dans les châteaux forts, les églises qu'on va visiter quand on est touriste, c'est des pierres de taille. Et là, pour le coup, il y a un coût économique dans ce type de construction. Hélas, on va pas. Ça, c'était quand à l'époque on était encore très riche, on pouvait le faire, mais c'est fini. Là aussi, ça n'a pas été dit, mais on va gagner globalement moins d'argent. Il faut arrêter de se raconter des carabistouilles. On va gagner beaucoup moins d'argent. L'objectif, c'est de rester vivant. Donc, de là à dire qu'on va commencer à refaire Notre-Dame de Paris, etc., quand on voit déjà comment ça se passe, là, non, ne rêvez pas. On ne fera pas, c'est pas de mal à veille qu'on va reconstruire avec des qualités de construction qu'on avait au XVIIIe siècle. C'est pas ça qui va se passer. Alban Gaspard. Oui, peut-être pour rebondir aussi, je ne suis pas sûre que nous ayons collectivement la connaissance sur quelle est la proportion de bâtiments qui sont venus jusqu'à nous versus ceux qui ont disparu. Il n'y a que ceux qu'on voit aujourd'hui. Alors voilà, parce que du coup, effectivement, il y a les bâtiments iconiques, il y a aussi ceux qui, dans nos villes, datent du XVIIe, etc. Mais quelle est la proportion ? Alors déjà, quelle est la proportion dans le parc, mais surtout, quelle est la proportion des bâtiments qui ont disparu et qui ont été remplacés ? S'il y a quelqu'un qui a envie de faire une thèse, je pense que c'est le bon moment, parce que je ne suis pas sûre qu'on ait la connaissance sur ce sujet. Donc c'est une très bonne question, en fait, de savoir les bâtiments qui ont disparu, combien de temps est-ce qu'ils ont duré, etc., versus ceux qu'on connaît et qui sont peut-être une minorité, mais on ne le sait pas. Ouais, on n'aura pas le temps pour les trois, je suis désolé. Allons-y. Si vous promettez d'être très court, et les uns et les autres, puisqu'il ne nous reste que quelques minutes, et c'est notre temps de déjeuner collectif à tous sur lequel on spécule sinon. Oui, mais la question est importante puisque Fabrice Bonifay disait est-ce qu'on veut vivre encore ? Donc c'est important. J'ai deux petites questions. La première, qui est plus sociologique, ça fait beaucoup de changements et on sait que nous sommes les premiers, les êtres humains, à émettre de la résistance. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la société française est prête à toutes ces mutations ? Le deuxième point, c'est une question financière. Et là, je pense que de toute façon, il n'y a pas de réponse. Combien tout cela va coûter ? Quand on voit que, bon, ok, ma prime rénov, 2,5 milliards, ok, les C2E, 5 milliards, augmentation de la cinquième période, ok, mais le vrai sujet, il n'est pas là, quoi. C'est pas 5 milliards qu'il faut, c'est pas 2 milliards, c'est beaucoup plus. Bon, je vais pas refaire le débat 45 milliards de bouclier tarifaire par rapport à 2 milliards de ma prime rénov. Mais je veux dire qu'il faut une ambition politique, je suis d'accord, il faut du leadership. Je sais pas s'il faut du en même temps ou du l'un après l'autre, mais comment, je dirais, aujourd'hui, on peut financer tout ça ? L'argent, c'est une convention humaine. On l'a bien vu pendant le Covid, quoi qu'il en coûte.
Bon, là, il s'agit de quoi qu'il en coûte pour nous sauver l'avenir de nos enfants et le nôtre aussi. Donc, l'argent, c'est pas le problème de l'argent, franchement. C'est une convention humaine. De toute façon, on a déjà 2700 milliards de dettes. On la remboursera jamais, on le sait très bien. Donc, il y a moyen encore de lever de l'argent pour faire ça. C'est tout à fait possible. Il faut simplement arrêter de raisonner avec le monde d'avant, de dire qu'on va le rembourser, qu'il faut pour ça créer de la croissance. Il n'y aura plus de croissance. On vit déjà à crédit de je sais pas, 50 ou 60 milliards d'euros par an. Donc, il faut aussi arrêter de raconter n'importe quoi. Donc, vous savez, quand vous avez un cancer métastasé et que le médecin vous dit, écoutez, il y a un médicament qui peut vous sauver, mais il coûte très cher. Le malade, s'il dit, non, finalement, ça coûte trop cher, je préfère mourir tout de suite. Bon, on en est là aujourd'hui. Donc, oui, on a encore une petite fenêtre de tir d'y arriver, mais il va falloir casser la tirelire, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Alban Gaspard, en 1 minute. Et dans la minute qui nous sépare du déjeuner, c'est 2 questions qu'on s'est posées. Alors, sur le besoin d'investissement, on a fait faire un travail par I4C, qui est un think tank qui dépend de la Caisse des dépôts et qui a l'habitude, en fait, de chiffrer les besoins d'investissement de la stratégie nationale bas carbone. Dans leur dernier opus d'octobre, vous allez voir, ils ont chiffré les besoins d'investissement liés au scénario ADEME, sur la rénovation des logements, etc. Effectivement, on n'est pas sur les 45 milliards d'euros qu'on a débloqués sur le bouclier tarifaire, donc finalement c'était plutôt des bonnes nouvelles, sachant que quand on voit les masses d'argent qui sont investis dans le neuf, on se dit que shifter une partie de cet argent vers la rénovation peut-être serait une solution. Sur les questions de résistance au changement, on a aussi travaillé la question parce qu'on se posait la question et on a fait donc des entretiens avec un panel. Je vous passe la méthodologie. Ce qui ressort, c'est qu'en fait, oui, bien évidemment, changer est compliqué. Néanmoins, les gens ont plutôt conscience des enjeux. Et donc, ce qu'ils demandent, c'est de l'équité. C'est-à-dire c'est que si moi, je change, il faut que je sache que le reste change parce que c'est pas moi tout seul qui doit porter les... Donc, comment est-ce qu'on s'organise au niveau politique pour produire cette équité? C'est peut-être ça la clé qui permettra d'embarquer dans des changements qui, effectivement, vont être importants. Merci Alban, merci à tous les 3, Fabrice Bonifay, Alban Gaspard, Claire Ventrejoux, pour ce temps d'échange. Et puis merci à toutes et tous pour votre écoute attentive. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouvez tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.